Et bonsoir à tous, vous êtes sur Retour Critique, l'émission où on va parler d'un jeu de rôle, on va en parler en détail. C'est un jeu qu'on a apprécié, c'est un jeu auquel on a joué, et c'est un jeu qui est disponible dans le commerce. Cette semaine, je suis avec Monsieur Pierre ainsi que Monsieur Adrien, et on va parler de l'Empire des Cerisiers. Donc messieurs, on va parler de l'Empire des Cerisiers. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous en parler brièvement, donc nous présenter le jeu? Alors, l'Empire des Cerisiers, c'est un jeu qui a été écrit et entièrement illustré par Olivier Sanfilippo, qui a été publié chez Arcane Asylum Publishing, dans lequel nous allons avoir le plaisir d'interpréter des Sakurajin, donc des habitants de l'Empire des Cerisiers, dans un univers qui est médiéval, fantastique, japonisant, avec beaucoup de références et beaucoup de culture et d'historique qui est centré vraiment sur le Japon et pas sur les pays d'Asie comme on a pu voir dans certaines autres œuvres. Nous sommes, sur cet archipel de l'Empire des Cerisiers qui est dirigé par l'empereur immortel Nanda, le roi dragon. Et donc, la grosse particularité, c'est que vous allez pouvoir, incarner à votre guise, du plus petit paysan jusqu'au plus grand magistrat des sphères de l'Empire. Vous diriez que ce jeu est plutôt destiné pour quel type de joueur? À qui ça pourrait plaire, déplaire Je dirais que ça peut plaire à tous ceux qui ont envie de faire du L5R, mais qui ont pas envie de se casser la tête à apprendre, les, X millénaires, de background, les interactions entre les 25 ou 30 clans, existants. Mais surtout à ceux qui ont envie de jouer des personnages qui sont forts, puissants et surtout qui ont envie de jouer tout et n'importe quoi. Le système, même si nous en reparlerons un petit peu plus tard, est extrêmement simple, pratique. Vous pouvez jouer autant un paysan, que, comme l'a si bien dit Adrien, un magistrat. Vous pouvez être un humain comme vous pouvez être un kami. Vous pouvez être ce que vous voulez. Pour ma part, le jeu est assez adapté pour, en termes d'âge, du plus jeune joueur, à partir de 6-7 ans, jusqu'aux vétérans, du jeu de rôle. Et le gros avantage, c'est qu'on peut quand même, si on décide de jouer de façon assez légère, sans s'encombrer de tout le protocole, japonais, japonisant, tout le protocole du jeu, ainsi que tous les termes très asiatiques, on peut jouer avec, n'importe qui et je pense que c'est assez simple à prendre en main et assez simple à aborder. Est-ce qu'on est quand même sur un postulat de on va jouer des héros obligatoirement ou on peut avoir quelque chose de beaucoup plus bas au niveau de l'échelle où on aura toujours ce côté aventure épique? Alors clairement, le jeu est construit comme ça. On joue directement des héros, qu'on soit un petit paysan ou un grand magistrat. La construction chiffrée du personnage en fait un personnage fort. Après, comme dans chaque jeu de rôle, c'est à la liberté du MJ de moduler ou pas le postulat de base du jeu. Mais clairement, c'est une volonté de l'auteur, c'est un jeu où les personnages sont héroïques, où les personnages sont puissants. Donc messieurs, l'univers de l'Empire des Cerisiers, qu'est-ce qui fait son originalité? Qu'est-ce qu'il apporte en termes de jeu? Alors la grande originalité du jeu et de son univers, c'est vraiment le côté très spirituel, très onirique qui transpire par les textes et par les illustrations du jeu et qui invite, vraiment à faire rentrer les joueurs dans du fantastique. Limite le médiéval pourrait vraiment passer à côté et vraiment s'axer que sur du fantastique tant, toute cette recherche, de faire transparaître la spiritualité japonaise, le folklore japonais et toute cette magie et ce côté très onirique, est poussé dans l'Empire des Cerisiers. On va vraiment passer plus de temps à aller observer, des yokai ou des créatures qui vont s'ébattre, dans la nature plutôt que, à compter nos rations de survie. L'univers a-t-il des secrets? L'univers possède énormément de secrets. Chaque ville, chaque région possède ses petits mystères à découvrir. Le jeu dispose d'ailleurs d'un Discord extrêmement actif.
sur lesquels les joueurs s'amusent à chercher les petits secrets cachés, dans les livres, notamment les mystères qui entouraient, les origines de l'empereur Nanda. Quelle place le jeu laisse à la créativité en tant que joueur ou en tant que MJ et qu'est-ce qu'on peut adapter par rapport à ce qui est prévu dans le système de base? Le jeu laisse une énorme place à la créativité. On peut jouer absolument ce que l'on veut. Vous voulez jouer un paysan? Vous pouvez jouer un paysan. Vous voulez jouer un kami? Vous pouvez jouer un kami, quel qu'il soit. Vous avez envie de jouer un démon ou une créature issue du Yomi et des ténèbres? Vous allez avoir quelques petits problèmes, mais vous le pouvez. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez et le système a vraiment été pensé pour ça. Pour aller en complément de ce que dit Pierre, vous pouvez pas simplement jouer un paysan. Vous pouvez jouer le paysan qui est dans sa rizière ou le paysan qui s'occupe de ses arbres fruitiers. Vous avez une totale vraiment liberté de création qui permet d'aller très, très loin et d'aller de façon très, très poussée dans la personnalisation de son personnage et vraiment en faire l'image que vous faites. Et c'est une liberté qui est assez rare et qui peut être assez d'ailleurs déstabilisante pour, les personnes qui attaquent le jeu. Est-ce qu'on est sur un système de jeu qui est générique ou est-ce que c'est un système de jeu spécifique qui a été fait pour le jeu? Le système a été développé spécialement pour l'Empire des Cerisiers. Cependant, il est très facilement modulable. Effectivement, pour jouer, il vous faudra simplement 2 D6 qui vont vous servir à tester des actions de votre personnage. Une fois ces 2 dés lancés, vous lui adjoindrez des bonus relatifs à son champ, à savoir son grand domaine de compétences et ses spécialisations. Il suffit juste d'égaler ou de dépasser la limite qui avait été fixée par le MJ. Le deuxième point qui est très intéressant dans le système de jeu, c'est que nous avons un système de magie, technique et rituel qui est très très freeform. Vous allez avoir un tableau avec des points à répartir dedans et qui vont créer du coup les effets, des sorts, des rituels ou des techniques que vous voulez faire. À partir de là, c'est fini. On sort du carcan de la petite boule de feu ou de la grande tornade de grêle pour pouvoir faire des grandes tornades de feu. Est-ce qu'il y a des spécificités, que ce soit du côté du maître de jeu ou des joueurs? L'un des petits points qui sort un petit peu des carcans, c'est, le système de gestion de la magie. Dans le sens où, c'est plus le joueur qui s'impose un seuil de difficulté vis-à-vis du sort qu'il souhaite déployer, plus que réellement le maître du jeu qui lui dit: «Ben, pour faire tel sort, il faut que tu atteignes tel seuil». Le joueur décide de l'ampleur du sort qu'il déploie, s'impose donc un seuil de difficulté, plus le sort est grand et plus les conséquences négatives que peut subir un joueur sont importantes. Est-ce que le système de jeu est vraiment orienté ou est-ce qu'il est adapté à toutes les situations? Le système de jeu permet vraiment d'être libre dans les actions, permet de pouvoir faire et résoudre à peu près n'importe quelle situation. Après le jeu, de ce qui a été lu, de la façon dont moi je m'en suis emparé, de la façon dont les autres gens s'en sont emparés, ça reste un jeu qui est très fortement narratif et le jet de dés doit avoir une vraie incidence sur la partie. On oublie le jet du est-ce que j'arrive à toucher un écureuil alors que mon personnage est chasseur? Si c'est juste pour nourrir le groupe, il réussira, on s'encombre pas, on reste dans un rythme. Et donc voilà, le système est simple pour pouvoir justement ponctuer des actions qui nécessitent vraiment un doute. Est-ce que c'est un jeu qui est plus orienté one-shot ou un jeu qui est orienté campagne? Pour reprendre ce que je disais précédemment sur ma façon de m'être approprié le jeu, je dirais que c'est un jeu qui est très pertinent sur des one-shots et qui permet de se faire plaisir. Je pense que l'envisager comme une campagne, c'est peut-être passer à côté de ce côté rêve, de ce côté voyage qui peut être très intéressant par rapport à l'univers. Mais je pense que c'est possible. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont en campagne dessus, qui fonctionnent très bien. Il y a un système de progression qui est, selon les dires de l'auteur, assez généreux et qui permet à chaque personnage d'évoluer assez vite. En soi, ça permet 2 choses. Ça permet de faire des campagnes assez courtes mais très intenses
Ou alors, ça permet de faire comme dans Tales from the Loop et de pouvoir, développer à défaut d'une campagne, ce qu'ils ont appelé l'environnement mystérieux, à savoir une carte avec des petits scénarios que le MJ aura préparés, avec des petits points d'accroche et laisser les joueurs évoluer librement là-dedans. On va pouvoir donc allier le côté one shot sur quelque chose qui a quand même un fil rouge et une bonne construction. Et je pense que pour quelqu'un qui veut envisager une campagne de l'Empire des Cerisiers, c'est peut-être plus pertinent de le développer comme cela que de partir dans une campagne classique où les héros vont se retrouver à aller sauver le monde. Et donc, qu'est-ce qui est disponible dans le commerce? Donc, on en a déjà un petit aperçu derrière Monsieur Adrien. Donc, qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est prévu? Actuellement, 3 choses sont disponibles dans le commerce. Premièrement, le livre de base. Deuxièmement, l'écran avec son assortiment de cartes. Et troisièmement, le set 2D. Il faut savoir que le jeu est issu d'un financement participatif via Ulule. Lors de ce financement participatif, ont été débloqués 3 autres livres. Le premier, Les légendes des cerisiers, qui est un recueil de scénarios. Le deuxième, c'est Sur les chemins de l'Empire, qui est un recueil de lieux, des cartes, ainsi que des mystères qui les entourent. Le troisième, c'est Yami no Monogatari, qui est un recueil d'informations, ainsi qu'une mini-campagne sur le Yomi, qui est un petit peu l'outre-monde dans l'univers de l'Empire des Cerisiers. Nous avons vu donc ce qui est sorti, ce qui va sortir, qui a déjà été financé. Maintenant, parlons de l'avenir. Pour le moment, plusieurs suppléments sont soit en cours d'écriture, soit prévus. Le premier supplément qui devrait sortir prochainement, c'est le supplément sur les yokai. Ces derniers sont rapidement abordés dans le livre de base, avec suffisamment de précision pour qu'on puisse en créer et en jouer, mais un supplément qui leur sera spécialement dédié devrait sortir. Peut-être fin 2021, éventuellement 2022, pas de date connue. Ensuite, nous avons le supplément sur les armures sacrées, qui est aussi un pan assez important du livre de base. Enfin, un supplément sur les gaijins, c'est-à-dire les non-sakurajin, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas de l'Empire des Cerisiers, serait aussi dans les cartons. On peut aussi rajouter la préparation du supplément faction qui va se cantonner à décrire, approfondir et rajouter du background, de l'historique aux divers clans qui sont dans l'Empire des Cerisiers. Et du coup, messieurs, une question plus personnelle. Quel supplément vous aimeriez voir pour le jeu? Pour en avoir discuté avec l'auteur et parce que c'est quand même un délire depuis un moment et un bon running gag, je dirais que le supplément L'île des cocotiers est celui que j'attends le plus. Un vrai setup pour jouer des pirates. Personnellement, j'aimerais bien un Wouzou, un gros annuaire des personnages les plus importants de l'univers, avec les petits mystères qui les entourent, et éventuellement des petites quêtes qui pourraient leur être liées. Et donc, gentlemen, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce jeu? Au final, quel est votre avis à vous? Quelle est votre conclusion? Pourquoi vous avez apprécié l'Empire des Cerisiers? Donc, l'Empire des Cerisiers dénote de toutes les productions actuelles sur pas mal de points, à savoir, déjà l'omniprésence, je vais dire, des illustrations et vraiment une synergie entre le texte et l'illustration. Un autre fait qui dénote, ça reste le format du livre qui est au format italien, qui est donc pas spécialement pratique à la lecture, qui nécessite un appui plat, d'être sur une table ou quoi, mais qui fait son petit charme quand même dans la bibliothèque en sortant, en se mettant tout seul en valeur. Et je pense que l'immense sentiment de liberté et le côté très onirique sont quand même les points qui m'ont le plus satisfait et m'ont le plus touché dans l'Empire des Cerisiers. Personnellement, j'ai apprécié l'univers, j'ai apprécié les illustrations. En même temps, il faut vraiment avoir un gros manque de goût pour ne pas apprécier les illustrations d'Olivier Sanfilippo. J'ai apprécié l'univers, j'ai apprécié le système, facile, d'utilisation, les possibilités infinies en termes de création de personnages, et pour cela, je le recommande.
Eh bien, merci à vous deux, merci à tous ceux de nous avoir suivis. N'hésitez pas à poster votre avis sur l'Empire des Cerisiers dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain retour critique. Ça y est.